L'artiste communicateur Winston McQuaid est avec nous pour nous parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Qu'est-ce qu'il fait là, à cet âge-là, à vendre des lunettes pour blablabla? Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui est à ton goût, tu sais. Et moi, je suis debout devant elle et nos regards se croisent. J'ai été rapidement élevé par maman, seule, pour la bonne et simple raison que mon père était revenu de la guerre traumatisé. Mon invité aujourd'hui, un excellent communicateur, autant passionné par le sport que la culture. Le rouge le représente parce que, justement, couleur passion. Winston McQuaid, bonjour. Yves, c'est un plaisir d'être accueilli dans un environnement aussi convivial. Oui, vous aimez bien notre loft? J'aime ça, j'adore ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est mon plaisir. Oui, rouge, ça vous représente, la couleur rouge? Pour la passion, vous êtes un vrai passionné. Je pense qu'on peut dire ça. Le rouge, parce que en même temps, ça me rappelle une période de ma vie où... Moi, je suis natif de Sainte-Pétronille, de l'île d'Orléans. Et j'ai, à une certaine époque, habité dans une maison vraiment ancestrale. Et j'avais peint les planchers de l'étage en rouge, mais en rouge pompier. Ce qui s'est avéré pas nécessairement être la décision la plus heureuse de ma vie. Non? Parce que le rouge, quand on est entouré de rouge et on est envahi par une espèce de sentiment de... On devient hyper tout. Alors, il faut se calmer un peu dans la vie. Alors, peu de temps après, j'ai remis le plancher à sa couleur naturelle. Votre entourage vous trouvait un peu trop intense. Un peu trop intense, effectivement. Mais c'est curieux parce que j'ai toujours recherché la présence rapprochée de gens qui étaient d'une grande intensité. Alors, donnant. Ben oui. Origine irlandaise? Je suis de descendance irlandaise, effectivement. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père est arrivé en 1843. Une ville en Irlande qui s'appelle toujours Derry, qui a été un port où les Irlandais partaient à plein bateau, si on veut, vers l'Amérique, l'Australie et tout, compte tenu de la réalité à l'époque qui était celle d'une famine de pommes de terre. Alors oui, descendance irlandaise dont je suis absolument très fier. D'ailleurs, la preuve à l'appui, c'est que j'ai dans le dos un tatouage assez immense qui est d'origine irlandaise, c'est-à-dire qui, à partir des symboles irlandais, raconte un peu une histoire. Voilà. Si on revient à votre enfance, élevée par une mère monoparentale? J'ai été rapidement élevé par maman, seule, pour la bonne et simple raison que mon père était revenu de la guerre traumatisé et on ignorait à l'époque le syndrome post-traumatique. Donc, mon père, en revenant, est tombé dans une habitude d'alcoolisme, ce qui faisait que la relation entre eux était devenue très, très difficile au point où mon père a dû quitter la maison. Et maman, qui était couturière à l'époque, designer de mode, on appelle designer de mode maintenant, à Québec, a réussi, malgré tout, à faire de moi quelqu'un qui est passé... au travers d'une éducation à la fois en français et en anglais, et qui, rendu à l'École des beaux-arts de Québec, où j'ai fait ma formation universitaire, ben là, effectivement, maman avait comme fait son travail. Elle avait fait un bon travail. Ben, du moins, j'espère. La jeunesse, Bob Moran, les romans vous ont marqué? Tout lu. Vous étiez un bon lecteur? J'ai tout lu de Bob Moran. C'était mon héros. J'aimais beaucoup, évidemment, lire plus jeune. Je suis fils unique, donc j'avais pas de frère ou de sœur avec qui jouer dans la maison ou jouer à l'extérieur. J'étais plutôt du type à être dans ma chambre à lire et à écouter de la musique, dont les premiers vinyles de Elvis Presley, les premiers vinyles des Everly Brothers à l'époque. On est dans les années 50, des années de formation. Mais en même temps, Bob Moran, pour revenir à lui, était un espèce de modèle de bravoure, de hardiesse,
quelqu'un qui avait des valeurs, et il y avait une absence dans ma vie. Et mon père n'était pas là. Donc, je cherchais à me rattacher à un modèle masculin. Oui. Et Bob Moran, d'une certaine façon, a été mon second père, si on veut. Ah, OK. Ni plus ni moins. Littéraire. Oui. On sait que dans votre carrière, vous avez beaucoup animé, commenté des trucs par rapport au sport. Oui. Vous êtes personnellement un amateur de tennis. Est-ce que dans votre jeunesse, vous étiez sportif ou c'est une passion qui est arrivée un peu plus tard, le sport? Moi, je suis né et j'ai grandi à Sainte-Pétronille de l'île d'Orléans. Ouais. Et à Sainte-Pétronille, plus jeune, il y avait 3 terrains de tennis. Un sur lequel poussaient des plantes, donc non fonctionnelles, okay. Et 2 autres où les jeunes, on jouait tout l'été durant pour se ramasser à la fin de l'été avec un tournoi. Et un tout petit trophée pour celui qui remportait la victoire. C'était toujours mon cousin qui gagnait, mon cousin André qui gagnait. Mais je me rendais quand même en finale et j'ai beaucoup aimé jouer au tennis. Et j'ai joué au tennis toute ma vie durant, jusqu'à il y a quelques années, où j'ai un problème de genou qui a nécessité une intervention. Donc, mon activité tennistique. Mais jeune, j'étais très, très attiré par les sports. J'ai fait du sport, du football, par exemple. Ouais. J'ai joué jusqu'à me rendre au semi-professionnel, une équipe qui, malheureusement, n'existe plus à Québec, les Tigres de Québec. Mais j'ai aussi fait toutes sortes de choses. J'ai fait du ski de compétition, j'ai fait du tennis de compétition, j'ai fait toutes sortes de trucs. Alors, quand l'occasion s'est présentée pour mettre sur pied un service des sports à Toronto, pour la télévision francophone qui ouvrait ses portes, CBLFT, le canal 25 à Toronto. J'avais posé ma candidature et j'ai été accepté. Et j'ai pu entrer d'une certaine façon par la porte de côté au service des sports de Radio-Canada. Ce qui m'a amené en 1975 à être, à la suite d'un concours, d'être un des 3 qui a été choisi pour l'équipe rajeunie des sports de Radio-Canada, c'est-à-dire en compagnie de Claude Quenneville et Serge Arsenault. On nous appelait les jeunes tigres, d'ailleurs, à l'époque. Ah, vous retrouviez le nom de votre équipe de football. Est-ce que vous auriez pu faire une carrière dans le sport ou le côté artistique était vraiment plus fort? J'aurais aimé, pendant longtemps, devenir un joueur de football professionnel, mais j'ai pas le gabarit. Tu sais, je fais 5 pieds 9. Je pesais peut-être à l'époque un 180 livres. Ça faisait de moi un bon ailier, mais ma position préférée, c'était centre arrière défensif. Donc, c'était comme... Bon, on était sur le bord, malheureusement, non. Mais heureusement aussi, parce que ça m'a permis de me concentrer sur mes études à l'École des beaux-arts de Québec. Et là, justement, votre passion pour les sports, vous avez pu l'apporter dans le monde des communications parce que vous avez fait beaucoup d'émissions par rapport au sport. On pense justement au tennis. Vous êtes même allé... Pardon? Les Olympiques. C'est ça, vous avez fait les Jeux olympiques. C'est-à-dire qu'en 1975, quand je suis arrivé au service des sports à Montréal, c'était la grande époque du service des sports parce qu'on devenait le diffuseur international pour les Jeux de 1976. Et une fois qu'on avait été engagés tous les 3 à titre de permanent au service des sports, donc j'ai aussi collaboré à la soirée du hockey, au football de la Ligue canadienne, enfin à plein les héros du samedi, qui est une émission qui favorisait la performance chez les enfants, chez les plus jeunes. J'ai été plusieurs années au service des sports, jusqu'en 1977, où on m'a demandé si ça m'intéresserait éventuellement, peut-être de faire autre chose. Alors, j'ai remplacé à pied levé Michel Desrochers, qui animait une émission à la télévision pour Radio-Canada, qui s'appelait L'heure de pointe, au complexe des Jardins, à tous les jours. Devant public. 5 heures à 6 heures, du lundi au vendredi. Oui. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est dans cette émission-là que vous commenciez avec une chanson? Oui. C'était la mode dans ce temps-là. Il y a plusieurs émissions. Les animateurs aussi devenaient facilement des chanteurs. Parce que vous êtes, on dit communicateur, artiste et tout ça. Vous aviez quand même une belle voix. Et en plus, à l'époque, j'ai vu des archives et les demoiselles au bureau aussi, beau bonhomme. Étiez-vous comme un sexe symbole? Étiez-vous... je pense qu'on était... J'étais pas le seul. Il y avait quelques sexes symboles à l'époque. Je pense à Jacques Boulanger, à Gaston Lheureux. Je pense à Pierre Marcotte, qui était... Mais vous deviez avoir vos fans. J'avais un fan club, effectivement. Oui. Et il y a encore de ces gens-là qui sont présents dans ma vie maintenant. Ah oui? Oui.
Mais justement, à cette époque-là, c'était... Parce que ça me fascine un peu, cette mode-là. On commence une émission en chantant. C'est un peu comme la chanson thème, c'était pour rassembler les gens, c'était... Effectivement, c'était comme Ça venait d'où, l'indicatif cette idée-là? de l'émission. Ouais. Ben, je pense que ça vient des émissions américaines, parce qu'on s'inspirait beaucoup, les producteurs, les réalisateurs s'inspiraient beaucoup des émissions américaines, et on faisait ça aux États-Unis, donc pourquoi on ne le ferait pas chez nous, au Québec? Alors, l'émission commençait par toute ma vie, j'ai cru au bon sens, j'y crois pas moins à 37 ans ou 36 ans. À chaque fois que... On changeait, donc je devais modifier le... C'était drôle, ça. Et c'était une émission où il y avait beaucoup de musique en même temps. Ouais. C'était comme un magazine culturel, mais en même temps, il y avait beaucoup de variétés. Il y avait toujours un invité par jour. Il y avait un band. Il y avait 3 bands qui se succédaient à chaque semaine, dont François... il y avait aussi Cyril Beaulieu là-dessus, François Cousineau, Cyril Beaulieu. Il y avait plein de musiciens, des choristes. Donc, c'était quand même des budgets assez importants qui, à un moment donné, motivaient Radio-Canada à dire « c'est assez, ça coûte trop cher ». Alors, c'est les premières grandes coupures en 1979 ont été la fin. Ils ont tiré la plug, si vous me passez l'expression, sur l'émission L'heure de pointe. Passionné de sport, oui, mais justement de culture, comme cette émission-là. Et vous, dans votre, je ne sais pas si je peux dire votre philosophie ou votre leitmotiv, c'était de rendre ça accessible. Parce qu'à l'époque, est-ce que c'était pris hautement? Que la culture a toujours été vue par l'ensemble de la population comme quelque chose qui était réservé à l'élite. OK. Ce qui n'est pas le cas. Ouais. Dans la réalité des choses, il y a moyen de parler de tous les sujets en culture et de les rendre accessibles. Ça dépend de la façon dont on l'aborde et la façon dont on en parle et le choix des invités pour venir en parler et que ce soit à la fois facile à comprendre et en même temps très accessible. Ouais. Et après la série de L'heure de pointe, on a fait pendant une année une émission qui s'appelait Winston reçoit, dans le Studio 43, où Pénélope fait ses émissions depuis 7 ans maintenant. Et cette émission-là était une espèce de... Encore une fois, une inspiration américaine. Okay. Il y a une émission qui était animée par Hugh Hefner aux États-Unis, qui était le Playboy Club. Oui. Et ça se passait dans un loft, comme ici. C'était très, très sympathique. Les gens causaient. Tu sais, c'était pas nécessairement tout le monde écoute ce que l'invité... Tu sais, il y avait une atmosphère, il y avait un orchestre. Et ça a duré une saison pour la bonne et simple raison que j'avais déposé un projet au service des variétés de Radio-Canada, qui serait une adaptation d'un bulletin de nouvelles sportives, mais au contenu culturel. C'est-à-dire qu'un bulletin de 10 minutes, mais au lieu d'avoir les résultats de hockey, de football, de tennis et de tout, c'était différents segments culturels qui avaient été tournés pendant la journée un peu partout à Montréal. Donc, une équipe composée de 2 caméramans qui se rendaient. Si j'avais 6 événements à couvrir, chacun en couvrait 3, et moi, je zigzaguais entre les caméramans qui, une fois l'interview terminée, ça va vous ramener dans le temps, là, rapportaient le film à Radio-Canada pour être développé, parce qu'on n'était pas sur vidéo encore, on était toujours sur film. Et là, le montage se faisait pendant que moi, j'allais faire d'autres interviews. À la fin de la journée, je revenais à Radio-Canada. Un rédacteur avait préparé les présentations de ces différents segments-là. Et cette émission-là, qui portait le titre Télexar, a fait un peu école, parce qu'il n'y en avait pas ailleurs. Ouais. Et après ça, on a eu les flashs. C'est ça, c'est le précurseur de Flash. Le précurseur de toutes ces émissions. Derby, la présence d'Herbie Moreau, comprends-tu? Et donc, l'information culturelle s'est démocratisée au point où tout le monde voulait le faire. Ouais. Et que tous les journaux à potins, à un moment donné, trouvaient leur place, mais à l'intérieur d'une émission de télévision. Okay. Et ça s'est étendu, évidemment, à la radio. Alors maintenant, ça fait partie du format de toutes les stations de radio et de télévision. Et sur le web, le contenu culturel a une place qui est vraiment très, très importante aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Mais justement, l'évolution... Vous, à l'époque, vous vouliez rendre ça plus accessible, rendre ça simple et agréable. Il y avait quand même beaucoup d'émissions. On se rappelle, à l'époque, il y avait des talk shows, il y avait des émissions comme la vôtre.
Dans les années 90, il y a eu Sonia Benezra qui était là toutes les semaines, Absolument. Jean-Pierre Coallier. Là, en 2017, les émissions culturelles, la place à la culture, est-ce que vous trouvez qu'on lui accorde assez d'importance? Je trouve que la place de la culture s'est diversifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à Radio-Canada ou une émission de TQS à l'époque, ou de V maintenant, ou de... Tu sais, bon, ça s'est vraiment diversifié. C'est avec l'avenue, évidemment, des multiplateformes, avec le web, avec l'informatique qui est au service de tout le monde. La culture a pris une place qu'elle n'a jamais pu occuper avant. L'espace est vaste, hein? Et tout le monde le traite, évidemment, à sa façon. Votre approche ne serait pas la même nécessairement que la mienne, ou celle d'un Herbie Moreau, ou celle d'une Penelope McQuaid. T'sais, on a chacun notre façon de transmettre cette information-là. Mais ce que je constate en 2017, c'est que le discours autour de la culture est diversifié. On regarde les choses pour ce qu'elles sont et on les rapporte et les commente maintenant de façon très élargie. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, par exemple, le caméraman qui est devant moi, qui va voir un show, le lendemain ou le soir même, embarque sur sa page Facebook et passe un commentaire. Et il y en a de plus en plus de ça. Et c'est curieux parce que les attachés de presse qui ont longtemps été rébarbatifs à l'idée de la diffusion d'informations ou de commentaires critiques sur le web n'ont pas le choix. Sont obligés d'ouvrir la porte et les billets, par exemple, de faveur lors des premières de certains spectacles étaient réservés uniquement aux télévisions bien établies et aussi aux journaux, comme le Journal de Montréal, la Presse, le Devoir, etc. Maintenant, on prête une oreille beaucoup plus attentive à ce qui se passe sur la grandeur du web. Et en ce qui me concerne, c'est une très bonne chose. Alors, l'avenir pour les journalistes et les chroniqueurs a un petit peu changé d'optique, un petit peu changé de mode. Et je trouve ça sympathique, parce que le commun des mortels, celui qui est un consommateur de produits culturels, que ce soit de la danse, de l'opéra, que ce soit un show rock ou que ce soit une exposition de peinture, c'est accessible. Et donc, les gens y vont. Un bon exemple, c'est qu'à l'opéra, maintenant, moi, je suis un fan d'opéra depuis toujours. J'ai été présent à la création de l'Opéra de Montréal et j'ai pas manqué beaucoup de productions. Et je me rends compte que d'une salle remplie de têtes blanches, on a pu couper la poire en deux maintenant. Il y a des jeunes qui vont à l'opéra. Je vois des jeunes pères de famille dans la trentaine avec leur fils ou leur fille de 8, 9 ou 10 ans qui vont passer la soirée à l'opéra. C'est la même chose pour la musique symphonique. On aura beau dire que, oui, c'est élitiste, c'est plus vrai, ça. Et si le système d'éducation au Québec prêtait une oreille, mais vraiment attentive, à ce discours-là qui est maintenant partout, peut-être qu'on ajouterait, on ferait des ajouts au lieu de retrancher la culture des écoles. Tout à fait. On pourrait remettre sur pied des cours de musique, des cours de chorale, des cours de théâtre, des cours d'art visuel, ce qu'on ne fait plus malheureusement. Alors peut-être que ça va brasser la cage et qu'il y aura des changements sociétaux qui seront importants pour l'avenir de nos jeunes, de nos enfants, de nos petits-enfants, qui auront une culture plus générale de ce qui se passe sur le plan culturel au Québec et ailleurs, évidemment. Tout à fait. Et dans vos projets, parce que, oui, vous êtes passé du sport à la culture, vous avez participé à des concepts aussi. Un des projets sur lesquels vous avez travaillé, c'est Juré craché. Effectivement. Une émission de télévision. Une émission de radio. De radio, pardon. Oui. J'aimais bien le concept, prendre des personnalités, replonger dans les souvenirs d'été. Oui. D'enfance. D'enfance. Oui. Et vous avez pris justement ces entrevues-là, vous les avez mis par écrit. Il y a déjà quelques années... Et ça, c'est comme un des beaux projets. C'est un projet qui vous a marqué, magnifique, dont ça. vous êtes fiers. Parce que les rencontres sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Ouais. C'est un livre qui, malheureusement, n'a pas été réédité, mais Françoise Fauché, Richard Garneau, Kim Yaroshevskaya, des gens comme ça... Louisa Dussault. Qui ont été des
sais, Armand Vaillancourt, qui est un grand sculpteur, un fermier. Ouais. On ne sait pas. Il a grandi sur une ferme avec une flopée de frères et sœurs autour. Et c'est leur façon de raconter ça aussi qui était intéressante. Avec spontanéité, avec honnêteté, avec une grande ouverture d'esprit. Je pense à Sœur Angèle, qui a connu une enfance extrêmement difficile, alors que l'Italie était en guerre avec les Allemands, des atrocités. Puis elle raconte, enfin. Alors, ça a été un très beau projet et j'en suis encore fier, malgré le fait que ça fait déjà une vingtaine d'années que l'émission n'est plus en ondes. Dans parce que vous avez rencontré des personnalités du monde sportif, des arts, politiques également, un peu. Oui. Quel genre de rencontre vous marque le plus? Ou c'est peut-être même une personne qui vous a peut-être Parmi marqué? les grandes rencontres, je dirais, il y en a eu... Ça dépend du médium aussi, très souvent. Ouais. À la télévision, la façon de mener une interview n'est pas tout à fait la même qu'à la radio. Ouais. La radio est un médium intime. C'est un médium qu'on écoute. Et on l'écoute et en même temps, on se fait une image dans nos têtes. Images, ouais. Ça stimule l'imaginaire et en même temps, ça ouvre l'esprit. À la télévision, c'est un peu plus difficile. C'est une autre approche, une autre technique, si on veut. Il y a des caméras partout. Et bon, vous avez, et j'ai l'habitude des caméras, ça va. Mais quand on a un invité qui est un artiste en art visuel, par exemple Jean-Paul Riopel, qui est assis dans une chaise à côté de soi, il est conscient de son environnement. Lui, sa job dans la vie, c'est d'observer et d'être une éponge et de prendre tout ça et éventuellement, peut-être, d'en faire quelque chose. Mais donc, l'approche télévisuelle, je me rappelle l'auteur de L'éloge de la fuite, M. Laborie, était venu à l'émission, justement, de l'heure de pointe, et qui était en public, en direct. Et cet homme, qui était quand même chétif, parce qu'il était rendu octogénaire, ou presque à l'époque, venait parler d'un sujet philosophique, l'éloge de la fuite, et on était vraiment très concentrés l'un sur l'autre, parce qu'il fallait l'être, garder son attention, et conscient de ce que je viens de dire, vraiment avoir une interview qui se passait entre quatre yeux, si on veut. Et à un moment donné, il y a un marteau-piqueur sur le plafond, juste au-dessus de l'air où on faisait l'émission, qui se met à ta-ta-ta-ta-ta. Pauvre M. Laborie, je pense qu'il a fait une... Tu sais, je veux dire, je pensais qu'il a fait une crise du cœur, tu sais. Mais ça fait partie des aléas de la télévision en direct aussi. Alors, l'approche aurait été très différente si j'avais passé une demi-heure, trois quarts d'heure avec lui à la radio, où on aurait pu se parler en toute tranquillité et vraiment être confortable dans nos rencontres. Mais j'évoquais Jean-Paul Riopel tout à l'heure. Ça a été une des interviews marquantes que j'ai réalisées à la radio. Jean-Paul Riopel étant un homme d'une intensité inouïe, qui a mené une carrière en art visuel que l'on connaît, qui a été largement fouillée. Cet homme-là était rébarbatif à l'idée de parler de lui-même. Ouais, hein. Et j'en suis encore très, très, très heureux. Il s'était ouvert complètement. Il m'avait parlé de son cheminement. Il m'avait parlé... On avait fait, pour la télé, une interview qui, quand même, avait duré un bon 20 minutes. Et c'est très long à la télévision, en direct. Ouais. Et il s'était épanché sur certains aspects de sa vie à Paris, en Europe, de ses rencontres avec des confrères, de son retour au Québec, de l'île verte. Il s'était vraiment complètement ouvert. Et ça, c'est une interview que je n'oublierai jamais. Mais vous me direz que c'est mon milieu naturel, peut-être, les arts visuels. Oui, mais en même temps, c'était la rencontre d'un homme. Oui, c'est ça. D'un homme au cœur vaste et d'une générosité inouïe, parce que sa production... parle d'elle-même. Ben oui. Donc, c'était l'homme derrière l'artiste qui vous a marqué. Plein de belles émissions, plein de belles rencontres. Un beau projet, je pense, que vous avez aimé et qui prouve qu'il ne faut pas mettre de côté... mais en fait, qui prouve qu'il faut, entre générations, se parler, échanger, c'est important. Alors, on jase. Une émission co-animée. Oui. Joël est un animateur fabuleux, Joël Legendre.
Sa co-animatrice, si on veut, aussi est d'une grande écoute, était d'une grande écoute. Élise Marquis. Oui, et en même temps doublée d'une comédienne. Oui. Et tous les deux sont des performeurs. Oui, c'est ça. Donc, ouverts à toute possibilité, à toute forme d'improvisation. J'aimais beaucoup cette émission-là, qui malheureusement est disparue, parce qu'elle permettait à 2 groupes de chroniqueurs, l'un de votre génération et l'autre de la mienne, d'apporter des sujets dont on pouvait discuter. C'est-à-dire que si j'abordais un sujet comme, je sais pas moi, la dysfonction érectile chez les hommes, et que la table était garnie de toutes sortes de produits, pilules, pompes, machin chouette, comprends-tu? Il y avait comme un certain recul de la part de celui qui représentait le chroniqueur de votre génération. Donc, on en discutait. Pourquoi ça? Bien, parce que on a réglé un certain nombre de problèmes et on a moins de filtres qu'on avait et qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et élaborer sur les moyens à prendre pour corriger la situation si c'est possible. Alors qu'eux apportaient à un moment donné un sujet qui nous questionnait, qui nous confrontait, comme par exemple, vous avez vidé nos possibilités d'avoir un travail à long terme, et un plan de retraite, bon... Alors là, on se mettait à discuter de ça aussi. Alors, ça variait beaucoup dans les sujets et en même temps, ça permettait une rencontre intergénérationnelle fort intéressante. Une belle carrière en communication, bien remplie, qui est un peu un hasard ou une espèce d'accident parce que vous avez étudié les beaux-arts à Québec, des talents d'artiste peintre, et un ami avait un poste à combler à la radio, et c'est comme ça que tout a déboulé par la suite. Accident de parcours. Un accident de parcours. Un bel accident. Écoute, si je me reporte à l'an dernier, il y a des études qui ont été faites pour évaluer le salaire annuel ou les rentes annuelles d'un artiste en art visuel qui ne fait que ça. Ça ressemble à 15 à 17 000 $ par année. Alors, on s'entend, tu ne mets pas de l'argent de côté pour placer dans un REER. Non. Bon. Replaçons-nous à l'époque. On est à la fin des années 60. Je sors de l'École des beaux-arts et j'ai un contrat. Ce contrat-là tombe à l'eau. J'avais acheté de l'équipement, puis donc je devais le rembourser. Alors, étant donné que j'avais peine à ramasser assez de sous pour payer mon loyer puis la bouffe, j'étais un peu dans la chenoute. Alors, un ami, Roger Gagnon, qui était chef annonceur à CKCV à Québec, me dit « Écoute, Winston, avec la boîte que t'as, j'ai un créneau qui est disponible de 10 h le soir à 1 h du matin. Si ça te tente, c'est à toi. » Alors, à l'époque, j'avais plein d'amis qui étaient des auteurs, compositeurs, interprètes, des chansonniers qu'on appelait à l'époque, qui passaient par un truc, un café à Québec qui s'appelait La Page Blanche, et que je connaissais. Puis, il y avait un petit milieu culturel à Québec autour du Chant-Auteuil. Et puis, écoute, j'ai une émission de radio, viens faire un tour. Alors, c'était le cas avec Jean-Pierre Ferland, avec Claude Gauthier, avec, Pierre Letourneau, Alors, ils passaient à l'émission, et moi, je faisais jouer leur musique, et la musique qui, à l'époque, était un peu racoleuse pour ceux de ma génération, c'est-à-dire les Léo Ferré, Aznavour, Bécaud et compagnie. Donc, cette émission-là, qui s'appelait Au soleil de minuit, était truffée de lectures de poèmes, de rencontres avec des amis qui étaient dans le métier, des amis artistes, et en même temps, c'était aussi l'occasion de faire jouer de la musique à mon goût. Tu sais, c'était carte blanche, là. Alors, rapidement, j'ai commencé à recevoir des offres venant d'ailleurs. Alors là, j'avais un salaire, ça allait bien, je pouvais rencontrer mes mensualités. Et à Montréal, évidemment, en radio, les directeurs de station ont des oreilles partout. Comprends-tu? Donc, je reçois une offre de CJMS, Montréal, pour venir faire du top 40. Ce qui n'était pas tout à fait dans mon bag, mais c'était quand même une offre intéressante. Et parallèlement, la télévision de Sherbrooke, CHLT TV Sherbrooke, me rejoint pour aller possiblement travailler là-bas. Et là, je pouvais faire de la télé
à tous les jours. Je pouvais faire de la radio, si je voulais, à tous les jours, mais pas seulement de la radio francophone, en anglais aussi, parce qu'il y a une station anglophone à Sherbrooke qui dessert les cantons de l'Est. Donc, je voyais là une école formidable, moi qui n'avais aucune espèce de formation. Non, c'est ça, vous avez appris, comme on dit dans le métier, sur le tas. On appelle ça sur le tas. Ouais. Et effectivement, je suis resté là pendant 3 ans, et ça a été une véritable école. Et j'ai rencontré évidemment des gens que je côtoierais, sans le savoir, pour des années à venir. Et ça a fait boule de neige. Je suis parti de Sherbrooke, je vais aller à Trois-Rivières à CHLN. Ensuite, retour aux études parce que j'avais pas complété ma dernière année à l'École des Beaux-Arts. Retour à l'école, mais en même temps, je travaillais à la fois le soir et les fins de semaine à CHRC Québec, où je suis resté pendant 4 ans. Je suis devenu directeur des programmes et je gardais un mot à l'antenne. Ça a fait boule de neige. Radio-Canada ouvre un poste à Toronto, dont je parlais tout à l'heure, CHLT-TV, Canal 25 Toronto, la station francophone de Radio-Canada dans la Ville-Reine. Et ça a été la porte qui s'ouvrait sur Montréal en vue des Olympiques. Et on connaît la suite, ou en tout cas ceux qui ne la connaissent pas, se rendront rapidement compte que effectivement, il y a eu les sports, mais il y a eu la culture et tout le travail sur la culture où je visais à démocratiser et rendre accessible, par le biais de cette émission Telexar dont on parlait, la culture sous tous ses aspects, mais dans une langue qui était châtiée, dans une langue qui était celle que tout le monde comprenait, qu'on comprend, sur tous les sujets, allant des arts visuels en passant par le théâtre, la danse, le théâtre, littérature et tutti quanti. Et vous êtes revenu à cette passion-là, la peinture, plus d'une trentaine d'expositions. D'ailleurs, j'invite les gens à visiter votre site Web. Il y a des photos, il y a toutes les dates de vos expositions, les prochaines à venir, parce que c'est pas fini, vous continuez. Je voulais parler, je saute un peu vite, là, mais je peux pas passer sous silence ce qui est arrivé l'été passé, en 2016. Vous êtes porte-parole, ambassadeur pour Gréchy-Scaf, les lunettes. Et suite à des plaintes de téléspectateurs méchantes... Disons-le, méchants. Disons, comme quoi une personne âgée... On peut-tu enlever le vieux... Si je résume, là, on va dire les vraies affaires. On peut-tu enlever ce vieux-là des annonces? Qu'est-ce qu'il fait là, à cet âge-là, à vendre des lunettes pour blablabla? Et il y en a eu plusieurs. Il y en a eu une trentaine, au point où le Gréchy-Scaf et le publicitaire, à un moment donné... on doit se rencontrer pour la prochaine campagne et c'est là qu'il déballe la chose. Alors moi, je me dis, je pensais au départ que c'était à cause de la qualité de mon travail que j'avais fait, je sais pas quoi, que ça n'allait pas. Mais c'était pas ça, c'était à cause des plaintes. Et là, Gréchy-Scaf me dit, écoute, nous, on est contre l'agisme. Nous, on ne va pas se laisser emporter par des commentaires comme ça. Je sais pas ce que toi t'en penses en me posant la question. Je dis, moi, je trouve ça de la discrimination. Je trouve que c'est de l'agisme sous sa pire forme. Et on va pas non plus... Moi, je vais pas tomber dans le panneau. Alors, si vous êtes d'accord, on est d'accord. On fait une campagne publicitaire pour le début de l'automne en 2 volets où on dénonce la discrimination, où on dénonce l'agisme. Et on a inclus dans ces nouvelles publicités-là ma petite-fille, Tess McQuaid, qui avait 22 ans à l'époque, pour en même temps faire un rassemblement intergénérationnel pour montrer qu'effectivement, il y a une réalité sociétale qui fait en sorte que c'est pas convenable, c'est inacceptable qu'on ait, comprends-tu, une attitude comme celle-là envers les personnes vieillissantes. Alors, on a réglé le problème sur ce plan-là, mais ça a allumé une étincelle dans ma tête. Et ça a allumé une étincelle aussi dans la tête de l'éditeur, c'est-à-dire les Éditions de l'Homme, qui m'ont rejoint pour me demander d'écrire un livre sur le vieillissement des hommes au Québec. Oui, parce qu'il y a beaucoup de livres, le point de vue des femmes, mais les hommes, on n'en a pas. Jeannette Bertrand, Madame Bombardier, France Castel, Daniel Ouimet. Daniel Ouimet, Il y en a beaucoup. Mais chez les hommes, il n'y en a pas. On a connu Guy Corneau, de par ses écrits, de par ses émissions de télévision, et aussi, peut-être un autre qui s'adresse plus à des universitaires, des gens qui sont en recherche, mais des gens
comme vous et moi, et il n'y en a pas qui ont pris la parole là-dessus. Alors, le titre de ce livre-là... On peut le dire, oui. C'est un bon titre, là. Sexe, arthrite et rock'n'roll. Voilà. Où, à partir d'anecdotes personnelles, je touche plusieurs thèmes. La santé, évidemment la famille, les femmes qui ont marqué ma vie. On parle de loisirs, on parle de comment garder la forme. Toutes sortes de sujets qui nous concernent, les gens de ma génération, mais qui en même temps concernent tout le monde. Parce que c'est un livre qui va parler du processus de vieillissement chez les hommes, mais ce ne serait pas une mauvaise idée si ceux qui ont 35 ou 40 ans s'intéressaient à la chose, parce qu'un jour... On va passer par là. Un jour, vous allez dans l'étape de la vie qu'on appelle le vieillissement, qui mène au grand âge. Et on a des exemples à la tonne de gens qui, de ma génération, sont actifs, ont des projets, mènent des projets, sont en santé et ont réglé un paquet de choses dans leur vie qui fait que les filtres sont moins présents et que leur vie est beaucoup plus saine qu'elle ne l'a jamais été. Quand on va parler de la sexualité des personnes vieillissantes, oui, Jeannette en a parlé, mais à sa façon, du point de vue d'une femme. Du point de vue d'un homme, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai été opéré pour un cancer de la prostate en 2003. On a fait une prostatectomie totale. Prostatectomie totale avec récidive 2 ans plus tard. Comment se porte ma vie sexuelle en ce moment? Très bien, merci. Parce que l'approche médicale, l'approche scientifique a fait en sorte que les choses ont évolué. On peut intervenir de façon plus précise. Et aussi, il y a de multiples choix qui s'offrent aux gens, aux hommes, qui sont atteints ou qui vont apprendre. C'est quand même 1 homme sur 6 au Canada qui vont apprendre qu'ils sont porteurs d'un cancer de la prostate. Alors, tout ça est dans le livre. Tout ça aborde les questions dont je parlais, y compris la séduction. Brève anecdote, je me rends au festival de jazz, je suis à bord du métro, on est tous debout accrochés, puis on se fait brander par le métro qui repart bondé, et il y a devant moi une très belle femme d'une 50aine d'années qui a... tu sais, quand tu vois quelqu'un puis elle est à ton goût, là, tu sais. Et moi, je suis debout devant elle et nos regards se croisent. C'est sympathique. Et je me dis, hey, peut-être qu'elle descend à la station Place des Arts et qu'on pourrait jaser peut-être un peu en allant au festival de jazz, si c'est sa destination. Alors, moi, je commence à fonctionner dans ma tête, comprends-tu? Je me mets, malgré moi, c'est instinctif, en mode séduction. Et là, elle me regarde avec ses grands yeux bleus et elle me dit, voulez-vous mon siège? Là, le fantasme qui m'habitait a fait... Le souper au restaurant qui s'en venait est annulé dans ta tête. Bon, ben ça y est. Où est-ce que je m'en vais? Alors, ça fait partie des anecdotes qui, dans ce livre, raconteront le processus de vieillissement d'un homme qui est passé du blond au blanc en l'espace de quelques années. Donc, super actif encore, des conférences, justement. Conférences sur le sujet. Sur le sujet de la prostate. Un peu partout que vous avez Québec. Vécu ça, sur le bonheur également. Nos choix, comment nos choix de carrière, de vie la retraite. Nous influencent. La retraite. Aussi, vous donnez beaucoup de votre temps. Vous êtes très impliqué. Entre autres, pour en nommer une, au moins, une fondation, François Lemoine. C'est-à-dire que c'est Serge Lemoine. Serge Lemoine, pardon. J'ai mis sur pied une fondation pour venir en aide aux artistes en art visuel dans le besoin. Voilà. Tout comme la Fondation des artistes. D'ailleurs, c'est mon grand ami. On se connaît depuis... On était en éléments latins et en syntaxe ensemble, Gaston Lheureux. Puis on s'est suivis tout au long de nos carrières respectives. Et Gaston a eu l'immense idée et la générosité de mettre sur place une fondation. Pour l'Union des artistes, mais c'est séparé de l'Union des artistes. La Fondation existe, c'est une entité... Elle est indépendante. Voilà, indépendante. Et à la lumière de cette action de Gaston, moi qui étais déjà avec le RAV, le regroupement pour les artistes en art visuel, j'ai proposé pourquoi ne pas faire la même chose? Pourquoi ne pas mettre sur pied une fondation qui vient en aide aux artistes en art visuel qui ne sont pas sous le parapluie de la Fondation des artistes? Alors, effectivement, depuis quelques années, cette fondation existe. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur? La santé. Pour demain? La santé, le bonheur, l'amour. Mais ça va bien, sur tous ces plans-là déjà. Sur tous ces plans-là, ça va bien. Je veux que ça aille encore mieux.
Merci beaucoup, M. McQuaid, d'être venu Merci, nous voir. Yves. Et on continue. Vous êtes un bon exemple qu'entre générations, il faut garder contact C'est gentil. et échanger. Merci Merci. beaucoup.